Et bonjour à tous, c'est Mustang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les cartes révélées jusqu'à ce jour du retour d'Ursula, donc le 7-4. Je vais donner un peu mon avis sur la nouvelle mécanique, alors appelez ça une mécanique si vous voulez, hein, sur un nouveau coup tout simplement, parce que la mécanique ça reste des chansons, ça reste des personnages alters, juste on va pouvoir les payer différemment que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et je vais donner mon avis sur quelques cartes que je vais penser fort, pas fort, me planter ou avoir raison, ça on verra dans le futur. Et c'est parti. Et on commence l'analyse de ces cartes avec la couleur ambre, avec une carte qui promettait sur le papier, mais je pense que la carte est un peu trop lente, surtout qu'elle ne fait rien quand elle est jouée. Donc c'est la Ariel Meloman 7, qui est 3-3 pour 4 ancrable. Alors, on va la comparer naturellement à sa petite sœur qui coûte 3, qui elle, quand vous la jouez, fait quelque chose déjà. Elle vous permet d'aller chercher une chanson dans le top 4 de votre deck et l'ajouter à votre main. Et en plus, elle a Meloman 5, et dans le deck dans lequel elle est jouée, Meloman 5 ça suffit amplement à faire tourner le deck. Donc on va pas s'embêter avec une Ariel en plus qui ne fait rien, qui est tout aussi fragile, et qui arrive un tour plus tard. Sachant que sur le tour 3, c'est pas si facile que d'aller chercher une carte sur le tour 3, à 3 de volonté. Ça va être fracassé, la possibilité d'incliner, d'épuiser la carte avec un Pinocchio, de trade avec un Rafiki ou une Madame Mime Serpent peut-être. Ça va être une combinaison de deux cartes. Mais c'est vraiment pas si simple que ça à aller chercher. Là, sur le tour 4, ça débloque déjà les Zeus. Ça me semble vraiment compliqué à protéger cet Ariel. Ou alors, au préalable, il faut jouer un Beer Necessity, s'assurer que l'adversaire n'ait pas les réponses en main pour pouvoir jouer sereinement la Ariel. Si elle stick un tour sur le board, ça peut être très fort, parce qu'on le verra justement, le Meloman 7, on pense à Soyez prête, mais il y a ces nouvelles chansons avec ce nouveau coup dont je parlais en début de vidéo, qui coûtent relativement cher et qui en plus de ça sont relativement puissantes. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, aujourd'hui, cette Ariel, je pense qu'elle ne s'ancre dans aucune stratégie que l'on connaît. Ça va être un Ambre, quelque chose, contrôle. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, est-ce que ça existera dans le 7-4? Je suis pas sûr parce que si le seul payoff que vous avez pour jouer cette carte-ci, ce sont les nouvelles chansons, je pense qu'elle n'a peut-être pas assez pour que ça vaille le coup en fait. Donc elle attendra dans le classeur le temps le 7 venu. Ensuite, il y a la Daisy Duck 1-3 pour 1. Bon, en ambre, il n'y avait pas encore de 1-3 pour 1. En voici une. Excusez-moi. Voilà. Euh, Donc c'est cool. Enfin, il y en a une. Il manque. Saphir n'a toujours pas de 1-3 pour 1. On verra peut-être plus tard dans le 7 ou 7-5. Félix Madrigal, 2-4 pour 3, ancrable par l'aventure pour 2, Vanilla. Euh, c'est comme une Nala, un Porcinet. Donc c'est des bonnes stats. La carte elle est pas mauvaise en soi. Je pense qu'on trouvera toujours mieux à jouer sur ce spot 3. A noter qu'il a le tag Madrigal et ça sera donc sur ce set 4. Un peu comme les 7 nains, il y aura des synergies entre Madrigal. Est-ce que ça suffira pour alors, jouer un deck, comme on dit, un deck tribal, hein, quand vous jouez toute une même famille de cartes? Est-ce que le deck sera suffisamment fort pour jouer Félix? On verra. Roulietta Madrigal. Allez, un 4 pour 3 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer 2 blessures d'un personnage choisi. Et si vous avez retiré des blessures ainsi, vous pouvez piocher une carte. La carte est extrêmement intéressante, puisque dans les effets similaires, souvent vous devez soigner vos propres personnages pour avoir des effets. Là, vous pouvez soigner vos personnages, mais vous pouvez aussi soigner les personnages de l'adversaire pour piocher une carte. Notamment si l'adversaire commence à sortir une Mergotel, vous la soignez, vous piochez un, et en plus vous empêchez, vous réduisez le nombre de marqueurs blessures sur la Mergotel, parce que vous savez ce qui va suivre derrière, c'est la réponse pour piocher 3. Pourquoi pas? La carte est vachement intéressante, et dans un deck thématique soin, bah, elle est plutôt correcte hein, pour son coup. Pour 3, vous piochez un, vous avez un body 1-4 et vous avez soigné une carte. Non, c'est vraiment pas mauvais. Enfin, comparativement, si on la compare par exemple à Maléfique, qui est 2-2, alors certes, la pioche n'est pas conditionnelle. Là, généralement, vous allez presque toujours avoir une cible en fait. Donc c'est plutôt une bonne carte, je trouve. Ensuite, on va passer à Mirabelle Madrigal. Alors Mirabelle, elle est 3-5 pour 5, n'est pas ancrable. Elle a support.
Euh, et lorsque ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages madrigal gagnent plus un point de lore ce tour. Je pense que c'est un peu trop lent malheureusement. Si ça avait été lorsque vous jouez ce personnage et lorsque ce personnage part à l'aventure, enfin là plutôt soit les deux, soit juste quand vous jouez ce personnage, voilà, ça aurait pu se discuter, hein, parce que les madrigals, bah, on a déjà vu Félix qui aura deux, Mirabel qui aura deux, peut-être. Ça aurait pu être joué. Là, c'est pas ancrable. 3-5, c'est exactement les stats de la bête légendaire en acier. Et la majorité des decks tournent autour déjà de cette carte. Donc ça veut dire que naturellement, tourneront autour de cette carte aussi. Sans faire d'efforts supplémentaires. Donc je la vois difficilement briller. Ursula. Donc j'en parlais en début de vidéo, c'est les personnages alters, il va y avoir un nouveau coup qui apparaît. Là, c'est défausser une carte de chanson pour pouvoir jouer ce personnage pour sa capacité d'alter. Allez, 2 4 pour 4 n'est pas ancrable, heureusement, puisque lorsque ce personnage part à l'aventure, bah, vous faites un Burn Necessities, littéralement, et vous gagnez 2 points de lore. La carte est extrêmement forte. Maintenant, sur quoi on joue ça? Bah, ça va être violet jaune actuellement, puisque bah, là, on va pas jouer la Ursula en violet qui est pas terrible, juste pour pouvoir alter par-dessus. Là, vous avez la possibilité de faire la Ursula verte pour défausser une chanson de la main adversaire, et puis le tour suivant, comme ça vous pouvez partir à l'aventure le même tour. Vous défaussez une carte chanson, vous partez à l'aventure, vous faites un Burn Necessities. La carte est vraiment très très forte, et en plus, si vous enlevez toutes les réponses de la main de votre adversaire, il ne pourra pas la gérer, et au prochain tour, potentiellement, vous le refaites défausser un en repartant à l'aventure. Jaune-vert va être très intéressant sur ce set 4, et je pense que ça, c'est une des cartes qui sera beaucoup testée. Sur le papier, c'est extrêmement fort. Même ces tags, tous ces tags sont intéressants. Floodborn, alors évidemment, si vous jouez en vert avec Bucky, bah voilà, c'est la fête du discard. Elle est méchante, princesse, sorcière. Il y a beaucoup de synergie avec ces tags-là, donc la carte est excellente. Le retour de Bruno. Action pour 2 qui n'est pas ancrable. Vous pouvez choisir un personnage de votre défausse et le renvoyer dans votre main. Et ensuite, vous pouvez retirer jusqu'à 2 marqueurs blessures d'un personnage. Je parlais d'un deck thématique soin juste avant avec Rolietta, et mine de rien, cette carte-là, elle commence aussi à s'imbrique pas mal dans un deck soin. Ou par exemple, la situation un peu idéale, c'est vous avez un Maui, vous chargez un personnage avec, si jamais il passe le tour en vie, parce que l'adversaire n'a pas forcément envie de sacrifier ses personnages en Maui, ou peut-être qu'il ne peut pas le gérer, vous réattaquez avec Maui, vous faites, ou alors vous faites juste le retour de Bruno, vous recherchez votre Rolietta ou votre réponse dans votre défausse, vous soignez Maui qui reprend un value trade et puis vous resoignez Maui par-dessus. En vrai, c'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. La carte fait plusieurs choses. Alors, c'est pas ancrable, mais pour 2, elle fait quand même plusieurs choses. Donc, la carte, comme pour Rolietta, quoi, elle est pas. C'est pas la carte vraiment broken comme d'ailleurs celui-là juste à côté, mais je trouve la carte plutôt forte. Look at This Family, donc cette nouvelle façon de chanter des chansons. Donc là, on est en Sing Together. Alors, qu'est-ce que c'est le Sing Together? C'est tout simplement, vous pouvez utiliser un personnage ou plusieurs de vos personnages pour chanter cette chanson. Et si vous jouez en multijoueur, vous pouvez aussi utiliser les personnages de votre équipier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte-ci? En fait, c'est la fête, mais en mieux. Puisque vous regardez les 5 prochaines cartes de votre deck, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de personnages et les ajouter dans votre main, vous mettez le reste en dessous. Donc c'est comme un Gaston en fait, qui fait un super développe ton cerveau. Là c'est un super c'est la fête. Pour 7, c'est très très lent. Donc est-ce qu'on verra forcément cette carte là jouer dans ce que l'on connaît aujourd'hui? Ça me semble un peu compliqué. Maintenant, s'il y a un deck Ambre contrôle Ambre quelque chose contrôle qui doit exister, cette carte là s'imbrique bien, sachant en plus que si la Ariel stick un tour, bah vous chantez ça, vous repiochez 2 derrière. Après, à noter aussi que, bon, mine de rien, si vous avez un Stitch Surfer, ça chante tout de suite cette carte. Ça, vous repiochez 2. Donc vous jouez le Stitch, idéalement vous piochez 2. Le prochain tour, souvent les Stitch stick au moins un tour sur le board, voire plusieurs. Vous chantez ça, vous repiochez 2. Si vous avez besoin de vous refaire une main.
Maintenant que je viens de dire ça, peut-être que... Ah, il y a peut-être moyen qu'on la voit en x1 ou x2 dans les decks, sachant en plus que c'est ancrable, en vrai... Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on va passer à Perdu dans les bois. Alors, Perdu dans les bois, ça fait comme l'effet Kida, mais que sur le board adverse. Sauf que vous mettez pas -3, vous mettez -2 de force. Ça me semble plutôt honnête dans les decks aggro, puisque bah, vous, en plus, vous avez souvent un Simba, vous avez des remparts, vous mettez -2 de force à tout le board adverse, donc il peut pas vous trade vos personnages avec ce que lui a sur le board, et en plus de ça, vous, le personnage continue à faire des dégâts. Encore une fois, je pense que la carte, elle est vraiment honnête. Elle est plutôt bonne dans la stratégie dans laquelle elle veut s'ancrer. On verra un peu plus tard aussi, quand on verra les cartes Émeraude, qu'il y a une synergie qui va se créer avec la puissance des cartes, notamment sur les cartes qui ont 2 de force ou moins. Donc à la fois, la carte, elle peut vraiment servir dans un deck aggro, je pense, pour protéger vos personnages assez faibles. Et en même temps, elle pourra servir dans un deck contrôle qu'on verra quand on fera les reveals Emerald. Alors ensuite, signer le parchemin. Pour 3, chaque personnage défausse une carte. Et pour chaque adversaire qui refuse, vous gagnez 2 points de l'or. Ah, je pense que ça c'est un peu rincé. C'est trop lent, bon, je pense que c'est pas très bien. Ensuite, le record player. Un objet qui coûte 2 ancrables. Lorsque vous jouez une chanson, le personnage ciblé gagne -2 de force qu'au début de votre prochain tour. Et vos personnages qui s'appellent Stitch comptent +1 pour chanter des chansons. Donc ça veut dire que votre Stitch à 1 peut chanter des chansons à 2. Votre Stitch Surfer peut chanter des chansons à 8. Ouais, bah pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de Stitch pour vraiment rentabiliser l'objet. Donc, bon, bah pour l'instant, c'est ok, je pense. Le premier effet, il a l'air relativement gadget. Le deuxième effet, ça va dépendre du nombre de Stitch qui sort et des chansons disponibles, en fait. Et on enchaîne avec les cartes améthystes avec Bruno Madrigal. Alors, Bruno, qu'est-ce qu'il fait? Il est 4-5 pour 5, il n'est pas ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un autre personnage. Et ce personnage, quand il est banni dans un défi, vous pouvez le renvoyer dans votre main ce tour. Bah, il gagne de l'effet pendant un tour. C'est lent, c'est très très lent. Bruno, bah, il met pas de pression, il dort pas à 2, il dort pas à 3. Ouais, je pense que c'est vraiment trop lent pour que ce Bruno Madrigal soit joué. On préférera toujours jouer les Madame Mime, surtout quand il y a une 4-3 qui charge. Voilà. Ça vous renvoie votre personnage dans votre main, et en plus de ça, vous avez une charge et c'est ancrable. Donc, je pense que les Madame Mime resteront au-dessus. Ensuite, on a Camilo Madrigal. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est 2-5 pour 4, il est ancrable. Au début de votre tour, vous choisissez l'un. Soit il gagne +1 point d'or ce tour, soit il gagne Challenger +2 ce tour. Bah... Ouais, en améthyste sur le tour 4, vous n'avez pas envie de jouer ça. Donc, bah, il ne sera pas joué. Dolores Madrigal, encore un drop 4, 3-3, par l'aventure pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, s'il y a un personnage épuisé en jeu chez votre adversaire, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est magnifique, coûte +1 partout. Elle a +1 stat, +1 point de l'or, coûte +1, mais avec une draw conditionnelle. Encore une fois, c'est sur un slot 4 en améthyste qui est déjà rudement disputé. Et bah ça, c'est pas plus fort que ce qui existe déjà, donc ça sera pas joué. Elsa, elle est 1-4 pour 3, elle n'est pas ancrable. Si vous épuisez Elsa, pour activer sa capacité, vous choisissez un personnage qui gagne Challenger +2 et charge ce tour. Le fait qu'elle soit à 4 de volonté au tour 3, ce qui fait que quasiment dans 100% des cas, elle va passer le tour en vie. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner charge Challenger +2 à un personnage sur le slot 4? Alors sur le slot 4, ça peut être Marla Lapin, parce que ça vous fait... vous jouez le lapin, vous piochez 1, vous bannissez un personnage adverse. Si vous bannissez votre lapin en plus, bah, vous repiochez 1 derrière. Et si votre lapin est encore en vie, bah, vous avez généré beaucoup de CA. Donc je pense que c'est très très fort cette Elsa. Elle sera forcément testée à la sortie de ce set 4.
Flotsam et Jetsam. 5-5 pour 6 ancrables, ça part à l'aventure pour 2. Donc là, c'est l'alter. Donc chaque couleur aura un alter comme ça avec un coût alternatif. Enfin, quand j'ai un coût alternatif, c'est pas alternatif, hein, c'est juste au lieu de payer de l'encre pour jouer la capacité d'alter, bah, vous avez un autre coût. Ici, c'est défausser 2 cartes. Alors, vous défaussez 2 cartes, vous jouez une 5-5 qui ne fait rien, à part partir à l'aventure pour 2. Alors, techniquement, vous pouvez jouer cette carte gratuitement aussi. Ça, c'est ce côté-là qu'il faut regarder. Alors, ce qui me dérange le plus aussi, c'est que c'est un alter Flotsam et Jetsam, et comme on sait que les Jetsam et Flotsam sont relativement nuls, est-ce qu'on va jouer une carte nulle par-dessus une carte nulle? Je ne crois pas. Pour l'instant, la seule stratégie dans laquelle je pourrais voir cette carte être jouée, et encore que c'est... Attention, j'essaie de défendre la carte. Hein. C'est dans un Tiana, dans un deck Tiana, tout simplement, parce que vous jouez la Tiana, mais c'est pas rare que le tour suivant, vous ayez toujours des cartes en main, en fait. Donc votre Tiana n'est toujours pas active. Là, grâce à ce Flotsam, vous faites Tiana, le tour suivant, vous jouez un Flotsam ou un Jetsam en améthyste, je sais plus lequel est meilleur que l'autre. Et voilà, vous jouez ce Flotsam et Jetsam, vous défaussez de 2-4, votre main elle est vide, votre Tiana est active, et vous avez quand même des bodies qui sont très intéressants, et si l'adversaire ne peut pas utiliser de 4 actions pour gérer vos cartes, ça peut devenir très compliqué pour le coup. Et sinon, je vois pas pourquoi on jouerait cette carte-là, à moins que plus tard, on ait des synergies, un peu comme le shérif de Nottingham, c'est-à-dire quand vous vous défaussez de cartes, ça fait des choses. On passe ensuite sur Isabella Madrigal. Alors, elle est 3-4 pour 5 évasive. Pendant votre tour, si vous avez aucun personnage qui est parti à l'aventure ce tour, ce personnage gagne plus 3 de l'or. C'est... Hein? Quoi? Et lorsque ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste du tour. D'accord. je suis rassuré. Et que, quoique. Ça, c'est assez intéressant. Parce que soit l'adversaire, il gère votre board, et elle, dans ce cas, va pouvoir partir à l'aventure à 4. Soit vous faites de la gestion. Pendant tout un tour, vous faites que de la gestion. Elle, elle a évasive. Et comme vous avez fait que de la gestion pendant un tour, elle part quand même à l'aventure pour 4. Je pense que la carte est vraiment très très bonne en vrai. Ouais, je pense que cette carte est très très forte. Elle s'ancre notamment dans les stratégies actuellement en violet gris contrôle, qui galèrent à partir à l'aventure rapidement. Vous jouez cette carte-ci, et d'ailleurs le deck fait ce qui se fait mieux, c'est-à-dire de la value du contrôle, et vous gagnez 4 points de l'or, 4 points de l'or, 4 points de l'or, en plus qu'elle est évasive. Ah, la carte, je trouve qu'elle est... Non, elle est... plutôt forte la carte, je trouve. Ensuite, on va passer sur Luisa Madrigal. Elle est 4-3 pour 4, elle n'est pas ancrable, elle la charge. Ce qui est... Bon, on la verra pas. Peppa Madrigal, elle est 1-5 pour 5, pas ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez épuiser un personnage adverse. Ce personnage ne peut pas être redressé au début de son tour, sauf s'il est sur un lieu. Bon, alors ça aussi, je pense que c'est sacrément nul. Alors, c'est un peu intéressant parce que bon, très très souvent, évidemment, vous n'allez pas choisir un personnage qui sera lieu. Hein. Sauf si vous voulez juste faire comme un effet Pinocchio, c'est-à-dire épuiser le personnage. Et là, bon, vous allez pouvoir le lock, c'est une Elsa, mais qui fait que sur un personnage avec un body ridicule et à part l'aventure pour 1, pour 5, c'est trop lent. C'est malheureusement beaucoup trop lent. Donc, ouais, on la verra pas non plus. Déception quand même pour les cartes Madrigal. Parce que autant pour les 7 nains, il y avait une synergie entre eux, hein, ils pouvaient se booster, soit il y en avait un qui avait support, il y en a un qui gagnait plus 1 de force pour chaque nain en jeu, ce genre de choses. Là, les Madrigal, ils ont tous des effets, mais ils ont aucun lien entre eux en fait. Il y a juste Mirabelle qui fait un peu le lien dans la famille, alors évidemment, ça fait référence un peu au film où c'est elle qui essaie d'unifier un peu cette famille et que chacun fait des choses dans leur coin. Mais du coup, le tag Madrigal sert pas à grand chose dans l'idée, et que les cartes elles sont limite meilleures toutes seules que réunies.
Typiquement, la Isabella, je la trouve vraiment forte. On avait vu la Rolietta dans les cartes Ambre, que je trouve vraiment pas déconnante non plus. Mais voilà, c'est tout. Enfin. On va passer à TikTok, il est 4-7 pour 6 ancrable, c'est le crocodile de Peter Pan, je savais pas qu'il s'appelait TikTok. Il est évasif, bon, il est un peu nul malheureusement, ça sera... Ah, c'est une bonne carte de limité, et puis voilà. Ursula légendaire, alors là oui, il y a des choses à dire. 4-7 pour 7 ancra par l'aventure pour 3. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez épuiser un personnage, donc un des vôtres ou un de ceux de l'adversaire. Et lorsque ce personnage... non, les autres personnages ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Alors ça, c'est vraiment un sacré personnage. Shift 5. Si vous jouez ce personnage-là sur le tour 5, il y a beaucoup de decks qui sont incapables de la gérer. Ou alors ils vont devoir utiliser beaucoup de ressources et surtout 1 à 2 tours complets pour pouvoir la gérer. Je pense notamment à Acier. Parce que les Just, c'est bien, mais quand vous pouvez pas le chanter, va vous payer 4. Et bah, l'Ursula elle est toujours en vie. Et surtout, bah, si on est sur le tour 5, elle est toujours en vie. Donc ça va vous demander un deuxième tour où vous allez juste payer 4 pour faire un Zeus ou un Baboom peut-être, ou allumer les mèches. À noter, oui, vous pouvez faire Zeus et allumer les mèches sur votre tour 5, mais ça vous fait dépenser 2 cartes, vous ne faites rien d'autre sur le tour. Donc la carte, elle est terriblement forte, je trouve. À noter aussi que bah, si jamais vous la jouez sur le 5, sur le tour 5, donc souvent vous allez partir à l'aventure avec, gagner 3 points de l'or, épuiser un personnage adverse, faire de la gestion, et derrière l'adversaire il va bégayer pour la gérer. Je pense que la carte est extrêmement forte. Maintenant la question c'est sur quelle Ursula on la joue. Parce que actuellement les seuls bons Ursula bah, c'est en vert. Et est-ce qu'on va jouer en violet-vert? Je sais pas. Évidemment on ne jouera pas l'Ursula à 3 en améthyste. Parce qu'elle est terriblement nulle. Et bah, on jouera pas sur la Ursula en ambre parce qu'elle-même doit shift sur une autre Ursula. Et encore une fois, on ne jouera pas l'Ursula en violet parce qu'elle est nulle. Donc pour l'instant, les seules cibles, ça serait en émeraude. Mais on verra. On verra si dans le set ils sortiront d'autres Ursula en améthyste. Je pense que oui, parce qu'on verra un peu plus tard. Il y a le lieu de Ursula justement. Et je pense qu'on verra d'autres Ursula dans le set, surtout en améthyste. La nouvelle chanson Together de Améthyste de ce set 4. Donc elle coûte 10, elle n'est pas ancrable. Et quand vous la jouez, vous choisissez un joueur, ce joueur pioche 5 cartes. C'est très intéressant. D'une part, parce que ça vous permet de faire piocher l'adversaire pour l'amener plus rapidement, ce qu'on appelle à la meule, donc à l'épuisement du deck. Soit ça vous refait une main à tout moment. Notamment, moi je pense en jaune-violet hyper aggro, vous vous épuisez très rapidement. Ce n'est pas rare de jouer un Chernabog sur le tour 4 ou le tour 5, bah, surtout sur le tour 5. Et bah, sur le tour 5, Chernabog, c'est très dur à gérer. Donc Chernabog qui chante ça, ça vous fait un second souffle très solide et vous repartez, vous refloudez. Bah, je pense que c'est vraiment une bonne carte et que ça soit pas ancrable, c'est une très bonne chose aussi. A noter aussi, vous avez la Mulan en ambre qui, quand vous partez à l'aventure avec, vous révélez la prochaine carte de votre deck. Si c'est une chanson, vous pouvez la jouer gratuitement. Et ça tombe bien, c'est qu'en améthyste, la spécialité c'est de réarranger dessus votre deck. Donc à tout moment, vous avez une Mulan qui peut vous faire piocher 5. Donc très solide, extrêmement solide. Il y aura des choses débiles à faire avec et c'est ce qu'on aime, hein, des choses débiles. Donc la carte, j'adore. Je pense qu'elle sera jouée en fois, pareil, x1, x2 dans les decks. Genre, ça ne fait aucun doute. Ensuite, on va passer sur la rose mystique qui est mythique, magique. Je sais pas comment on l'appelle en français. Ça sera en français. Mystique. C'est un objet pour 2 ancrable. Ça fait comme une lampe d'Aladin en fait. Non, une lampe de génie, pardon. C'est-à-dire que vous bannissez cet objet, vous choisissez un de vos personnages qui s'appelle Bête, qui gagne plus 2 de l'or ce tour. Et si vous avez un personnage belle en jeu, vous pouvez déplacer jusqu'à 3 marqueurs blessures d'un personnage vers un personnage adverse. Donc, naturellement, on va penser à la bête en vert
puisque ben, elle passe à 4 de l'or, et comme ce personnage est capable de partir plusieurs fois à l'aventure, ça peut faire vraiment des bêtises. Personnage belle, on n'en a pas vu dans ce reveal, il y a eu un leak avec un personnage belle, mais qui passe, voilà, je le montrerai quand il sera officiellement publié. À voir. On verra les belles en améthyste. S'il y a des bêtes en améthyste aussi. Actuellement, évidemment, ça serait de jouer en améthyste acier. Ce qui n'est pas déconnant, puisque votre bête, bah, vous partez à l'aventure avec, elle génère 4 points de l'or, une fois qu'elle a des blessures sur elle. Et si vous avez un personnage belle en jeu, bah, vous pouvez la soigner et l'adversaire il va être obligé de nouveau lui mettre des blessures, sinon vous allez piocher 2 au début de votre tour. Ok, l'objet il est vraiment sympathique. Il va vous permettre justement de rentabiliser encore plus votre bête légendaire qui est déjà extrêmement forte. Puisque, je rappelle, au début de votre tour, si ce personnage n'a pas de blessure sur lui, vous piochez 2. Sinon, il gagne plus 4 de force. Et très souvent, ça oblige votre adversaire à balancer une carte de sa main, à lui mettre, à allumer les mèches, ce genre de choses, pour pas que vous piochez. Mais dans tous les cas, l'adversaire, il a balancé une carte juste pour vous interdire de piocher en plus. Bah, cette carte-là, en plus, l'adversaire, il va vous se sentir obligé de balancer des cartes pour gérer votre bête. Et vous, derrière, vous utilisez cet objet-là, et puis bah vous dites, bah non, tu vas recommencer. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Le trident de trident, vous, objet encore, ancrable, vous bannissez cet objet, et vous choisissez un personnage qui gagne plus 1 de force ce tour pour chacun de votre main. Et je suis fou. C'est bon. Bah ça, du coup, j'ai un peu de mal à voir quand est-ce qu'on l'utilise, parce qu'en début de partie, les personnages sont pas assez forts pour justifier ça. En fin de partie, vous n'avez pas 8 cartes dans la main. Mais si vous avez 8 cartes dans la main, vous avez gagné et c'est pas ça qui vous fait gagner la partie. Donc je vois pas comment on utilise cet objet. Et surtout qu'au finalement, bah, est-ce que c'est pas mieux de juste jouer des Merlin Crabes? Parce que Merlin Crabe, c'est un personnage, c'est un body, 3-3. Et quand vous le jouez, si on le compare à cet objet, c'est comme si que vous aviez 3 cartes en main. Voire 6 si jamais vous jouez le Merlin, que vous jouez une autre carte qui le fait bounce par exemple. Ou à tout hasard avec la Elsa qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est... Non, je pense que l'objet il est vraiment pas terrible. Ce qui est triste, c'est le trident de Triton quand même. Pourquoi il est pas légendaire triste. Casa Madrigal, donc un des nouveaux lieux de ce set 4. Ça a 6 de volonté, ça coûte 1, c'est ancrable. Ça coûte 1 pour déplacer les personnages dedans. Et au début de votre tour, si vous avez un personnage à l'intérieur, vous gagnez 1 point de l'or. Bah, c'est nul. Justement, c'est la Casa Madrigal. Il fallait justement faire en sorte que pour chaque personnage Madrigal que vous avez dans la Casa, vous gagnez 1 point de l'or. C'est quoi ça? Bah, c'est nul. Voilà. Et le repère d'Ursula. C'est pour 3, pas en crabe, 6 de volonté, c'est extrêmement faible, ça coûte 2 pour déplacer un personnage à l'intérieur. Et les personnages qui sont à l'intérieur de ce lieu, qui sont bannis en défi, vous pouvez les reprendre en main, ça c'est ok. Et les autres personnages, enfin les personnages Ursula, gagnent 1 point de l'or tant qu'ils sont sur ce lieu. Je pense que c'est vraiment trop lent. Parce que dans l'idée de donner des plus 1 de l'or à des personnages Ursula, bah, il faudra déjà avoir des personnages Ursula autres qu'en en émeraude. Et si c'est pour bénéficier du plus 1 de l'or, je suis désolé quoi, mais le château il fait beaucoup mieux. Le château il survit, ça coûte certes 1 de plus, mais c'est ancrable. Et au finalement, bah, vous allez générer 2 points de l'or au début de votre tour tout le temps en fait. Donc il faudrait avoir plein de personnages Ursula, ce genre de choses. Bon non, je pense que c'est trop compliqué, c'est trop... c'est beaucoup trop lent et d'investissement pour ce que ça fait. On va voir aussi une dernière carte. Elle n'est pas encore apparue là pour le moment. Alors si j'ai bien compris, ça c'est un artwork alternatif avec ces espèces de tentacules d'encre sur le bord de la carte. Parce que prenez par exemple ce Mickey là, il existe comme ça, mais il existe en version clean également. Alors Yensid, il est 1-3 pour 2 ancrable. Lorsque vous le jouez, si vous avez un personnage nommé balai magique en jeu, vous pochez une carte. Donc dans un deck balai, ça tombe bien, vous avez que ça.
Donc ça c'est déjà ok. Et tant que vous avez au moins 2 balais ou plus en jeu, ce personnage gagne 2 de l'or. Bah c'est ok. Je pense que Yanseed c'est une très bonne carte pour un deck balai. Ça vous donne un gros coup de boost au lore. Potentiellement bah ça vous fait piocher, ça coûte pas cher, c'est parfait. C'est vraiment une très bonne carte. Donc on arrive à la fin des cartes améthystes. Et on entame la dernière partie de cette vidéo avec Emerald. Criquet. Et alors ça me met un petit peu hors de moi de voir cette carte-ci. Puisqu'elle est 3-4 pour 5, elle est ancrable par l'aventure pour 3, ce qui est beaucoup. Et lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent 3 de force pour ce tour. Ça rentre parfaitement, enfin, c'est ce qui manque à Emerald, parce qu'Emerald ça galère à gérer des lieux. Vous avez des bodies, souvent des personnages extrêmement faibles, mais avec des effets très puissants, ou alors très agressifs sur le lore. Notamment, bah, si on prend le ver des fosses aujourd'hui, bah, vous avez des Ondins, vous avez des Flynn, vous avez des Ursula, vous avez peut-être si vous jouez des Bucky, des Prince-Jean, mais tout ça c'est des bodies qui sont extrêmement faibles, donc si en face ça joue que des lieux, bah vous êtes pas très bien. Bah là vous jouez le criquet, et toutes vos merdouilles sont capables de gérer, de balayer le board adverse, et vous conservez un body 3-4 qui part à l'aventure pour 3. Et c'est ça qui me met hors de moi, c'est pourquoi Bruno il n'est pas comme ça. Bruno en plus il n'est pas ancrable, pourquoi il n'est pas comme ça? Pourquoi il part pas à l'aventure pour 2 ou pour 3? Ça m'échappe un petit peu, et là ils font pas la bêtise, ils font pas l'erreur. Vous avez une carte qui vous permet de nettoyer votre board, et en plus vous conservez une carte oppressante. En plus, la carte je pense qu'elle est très très forte. On va passer sur le Diablo. Alors le Diablo, y en a qui pensent que la carte est broken, il y en a qui pensent que la carte elle est nulle. Moi je suis un peu dans la team entre deux. C'est-à-dire que, alors, on va déjà expliquer ce que fait Diablo. Donc c'est l'alter Emerald de ce set 4, où vous pouvez le jouer gratuitement en vous défaçant d'une carte action. A noter que le seul alter disponible aujourd'hui c'est en améthyste, le Diablo A1. Il est évasive, et pendant le tour de votre adversaire, tant que votre Diablo est épuisé, à chaque carte que l'adversaire va piocher, vous pouvez piocher une carte. Ça marche évidemment que la carte du début de tour. Enfin, la pioche que vous piochez au début de votre tour. Alors, c'est broken, je pense que la carte est extrêmement forte. Les decks qui sont pas capables de faire des dégâts à distance, ils vont vraiment peiner avec cette carte-ci, parce que souvent ça va être des decks améthyste, peut-être améthyste rouge. Alors améthyste rouge peut faire des dégâts à distance, mais ça dépend des builds en fait, hein, tout simplement. Mais ce genre de deck qui vont chercher à générer beaucoup de pioches, pour créer un avantage, bah Diablo il vous empêche de creuser l'avantage en fait. Donc il est broken dans ce sens là, et en même temps ça fait un peu comme un morph. La carte elle est extrêmement forte, elle permet de faire des choses débiles, mais avec ces 2 de volonté elle est très facilement gérable, et ça c'est bien, ça c'est un bon design. Ce qui veut dire que si la carte pose trop de problèmes, bah naturellement aujourd'hui on sait déjà comment la gérer si jamais elle pose véritablement problème. Donc voilà, très bon design ce Diablo, c'est extrêmement fort, mais je pense que c'est ce genre de carte qui va, dans un premier temps, ça va orienter la méta. Alors soit au début on va pas s'amuser à jouer des allumer des mèches, des babous, ce genre de cartes. Diablo fera des bêtises, et une fois que Diablo fera trop de bêtises, on se mettra plus à jouer encore plus acier, et on le gérera à distance, il disparaîtra, et on trouvera un autre deck Emerald pété, et puis voilà, ça fera une boucle, un peu comme cette fin de chapitre 3, où il y a une rotation, on connaît les decks, on connaît la méta, et souvent bah, c'est le build A qui bat le build B, et ensuite on passe sur le build C qui bat le build A, et puis le build D qui bat le build D, C. Je mélange mes pinceaux, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, Gunther, 33 pour 4, ancrable, par l'aventure pour 2. Et lorsque ce personnage est banni, vient un défi. Non, lorsque ce personnage est défié et banni, chaque adversaire remonte un personnage dans leur main. Bon, c'est nul, c'est une bonne carte de limité, ceci dit, mais c'est nul. Jacques, un 4 pour 3 ancrable par l'aventure pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous donnez Reckless à un personnage pour son prochain tour, enfin pendant son prochain tour.
Bon, ok, c'est ok, ça fait une bonne carte de contrôle un petit peu. Parce que mine de rien, vous donnez Reckless à une carte aggro, bah, c'est très embêtant pour le joueur aggro. Ça part à l'aventure pour deux, donc c'est pas déconnant. Ça n'a pas l'effet un petit peu de Rourke où vous faites perdre des points d'or à l'adversaire. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt une bonne carte, le Jack. Ça temporise pas mal en verse, surtout en donnant combattant. Pégase, ou Better Pascal, qu'on l'appelle aussi. Il est 1-1 saisissable sans condition pour 1 en crabe. Voilà, Better Pascal. Les muses, 2-4 hors d'atteinte pour 4 en crabe. Et lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez retourner un personnage avec 2 de force ou moins dans la main de son propriétaire. Donc un des vôtres ou un de votre adversaire. Et là, on va voir donc ce qu'ils essayent de mettre en avant dans ce set 4. C'est, on avait vu, quand on parle de jaune vert, souvent on parle de jaune vert turbo défausse. Mais là, il y a un jaune vert contrôle qui apparaît un petit peu. Alors je sais pas si ce sera pur contrôle ou plutôt tempo, donc à la fois agressif et en même temps vous gérez le board, un petit peu comme le violet vert aujourd'hui. Ou tout simplement vous avez la muse, et puis bah là vous avez des chansons comme par exemple Perdu dans les bois. Vous mettez -2 à tous les personnages adverses et puis vous leur montez un personnage un peu embêtant dans sa main. Donc vous gagnez ce qu'on appelle de la tempo. Voilà. On verra si ça peut prendre. Mais je pense qu'un jaune vert tempo, ça peut vraiment exister dans ce set 4. Notamment, on verra une autre chanson après, la chanson Together, qui, encore une fois, rentre très très bien dans cette stratégie. Mais avant de parler de cette chanson, que voilà, Under the Sea, on va parler de Thor qui est très intéressant. Parce que, non, je déconne, on va pas en parler. Alors, Under the Sea, Drop 8, Sing Together 8. Placez tous les personnages adverses avec 2 de force ou moins en dessous de son deck dans l'ordre de votre choix. Ça c'est extrêmement fort, hein. C'est bah, entre guillemets c'est un soyez prête unilatéral. C'est-à-dire que bah, vous gérez que le board adverse, donc c'est un peu comme plus un tuons la bête, mais ça y est, on a enfin un autre effet Rasboard, parce qu'on on avait le tuons la bête, soyez prête. Maintenant dans ce set 4, on a Under the Sea. Maintenant, ça coûte 8. C'est extrêmement lent. Et c'est pour ça qu'en jaune-vert, ça s'ancre très très bien. Parce qu'en jaune-vert, vous avez justement une Kida Alter qui met -3 de force à tout le monde. Mais on s'en fout parce que finalement, bah, si ça vous permet de chanter ça derrière, c'est extrêmement fort. La Kida Alter fait déjà 5. Vous avez juste besoin d'un Méloman 3, Méloman 4 ou d'un personnage à 3. Et ça vous suffit à raser le board adverse. Alors c'est extrêmement fort, c'est extrêmement lent. Ça va vous demander quand même une assez bonne sortie, je dirais. Parce que généralement, vous n'avez pas envie de payer 4 ou chanter 4 la chanson Perdue dans les bois. Parce que d'ailleurs, vous allez devoir payer 8 ou chanter jusque 8 pour ça. Ça, je pense que c'est assez compliqué. Je pense qu'en multijoueur, c'est vraiment une carte de taré. Parce que vous allez jouer Kida. Et comme vous pouvez utiliser les personnages de votre équipier pour chanter, en multijoueur, ça va être une dinguerie cette carte-ci. En 1 contre 1, c'est extrêmement fort, mais ça va être un peu plus difficile à mettre en place que les autres chansons qu'on a vues jusqu'à présent. On va continuer sur la chanson en ne parlons pas de Bruno. J'ai pas du tout le rythme de la chanson, de toute façon j'ai pas aimé le dessin animé. Hey. Choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. J'aime pas. En gros, c'est n'écoute que moi, avec en plus un effet de défausse, sachant que la carte est ancrable, donc jusque-là la carte est, je pense, meilleure. Alors, pas dans tous les decks, hein, parce qu'il y a des decks qui peuvent pas se permettre de payer 5 ou de chanter avec un personnage à 5, notamment en violet-vert. Et j'aime pas la carte, parce que j'aime pas la défausse au hasard. C'est déjà la mécanique de défausse, je trouve que c'est une mécanique qui est très frustrante. Mais en plus de cela, bah là, vous faites une défausse au hasard. Donc typiquement l'adversaire, vous lui remontez un personnage, et l'idée c'est pas forcément de lui défausser ce personnage, mais par exemple s'il avait un autre plan de jeu, il avait un très très bon tour suivant, bah pouf, si vous avez de la chance, vous lui défaussez son plan de jeu et
Alors déjà que la défausse, je trouve ça très frustrant, mais on peut encore s'arranger en défaussant des cartes qui nous servent pas tout de suite dans le contexte. Mais alors là, c'est encore pire. Ouais, c'est une carte qui est extrêmement frustrante et que je... C'est la carte qui a le potentiel de faire gagner ou perdre une partie à elle toute seule en fait. Que... Ouais, je pense que la carte elle est forte, elle est très frustrante et j'aime pas la carte. Le contrat signé. Lorsqu'un adversaire joue une chanson, donc c'est un objet qui est ancrable pour deux, lorsqu'un adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est un objet, c'est une carte tech anti-deck chanson, tout simplement. Si les decks chansons sont fortes dans cette carte, la carte pourra être jouée, sinon non. Elle attendra dans le classeur. Parce que dans tous les cas, pour deux, c'est vraiment un ancrable, c'est une bonne carte tech. La Vision Slab. Au début de votre tour, si un adversaire a des dégâts, vous piochez 1, et les dégâts ne peuvent pas être retirés. Ah bah dis donc, ça c'est... C'est comme l'objet qu'on a vu, le contrat signé, c'est-à-dire que c'est une très très bonne carte tech contre les decks soins, si tant est que les decks soins existent un jour. Ouais. Alors notez que les dégâts ne peuvent pas être retirés, ça veut dire pas être que soignés, hein, ça veut dire même déplacés. C'est-à-dire que vous pouvez pas compenser ça avec un effet, bah, par exemple, comme la rose qu'on a vue en améthyste, ça ne marchera pas parce que bah, ne peuvent pas être retirés, c'est également ne peuvent pas être déplacés. Un personnage avec 3 blessures sur lui, vous pouvez pas déplacer ces 3 blessures vers un autre parce que ça serait retirer les blessures. Ben ouais, bah, comme l'objet précédent, hein, c'est une très très bonne carte tech. Ça attendra le classeur si jamais il y a un deck soin qui devient trop pressant, trop fort, bah voilà, cette carte là existe. Et on va terminer donc cette première partie de la vidéo avec le jardin d'Ursula. Alors ça coûte 4, c'est ancrable, ça a 7 de volonté, donc pour l'instant c'est un peu comme le château. Ça coûte 2 pour déplacer un personnage à l'intérieur, ça c'est un peu plus cher que le château. Et tant que vous avez un personnage épuisé à l'intérieur, les personnages adverses gagnent moins 1 de l'or. Ah, idéalement vous placez un personnage insaisissable à l'intérieur. Voilà. À voir. C'est pas mauvais. Et en vrai, on peut trouver une stratégie, par exemple, le but c'est juste de faire perdre plein de points de l'or à l'adversaire. On le verra bah déjà en vert rouge, c'est déjà possible de le faire, mais c'est pas extrêmement fort. On verra un peu plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo. En rubis, il y a encore des cartes qui permettent de le faire. Et là, en vert, il y a une carte qui permet pas de faire perdre directement des points de leur adversaire, mais de l'empêcher d'en gagner beaucoup. Faut voir. C'est un peu lent, mais c'est... Souvent, j'utilise cette image où vous avez un mur. Donc là, on a ce mur qui est vert, rouge, perte de l'or. Mais dans lequel, voilà, il y a plein de trous dans ce mur. Il faut mettre des briques, il faut compléter le mur. Et ça, c'est des nouvelles briques qui viennent dans ce mur. Et est-ce que ça suffira pour que le mur soit solide, assez stable? Bah, on verra dans ce set 4. Sinon, bah, il manquera encore quelques briques, tout ça, pour que ce deck-là puisse vraiment voir le jour et être solide. Et c'est la fin de cette première partie d'analyse de ce set 4. Si vous avez aimé, mettez un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis sur l'analyse des cartes que j'ai pu faire, si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Et bah, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.